Donc, si on veut voir l'impact des intelligences artificielles sur les droits de l'homme, ben, il faut déjà comprendre quel va être leur impact sur le droit. Et en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque époque, le droit change en fonction du contexte politique et en fonction du contexte technologique. Et donc, le droit dans la société numérique, dans la société des algorithmes, dans la société de l'intelligence artificielle, il ne prendra pas la même forme que les formes classiques qu'étudient les juristes, par exemple la loi et la jurisprudence. Par exemple, pour la jurisprudence, avant l'invention de l'imprimerie, elle n'a pas d'importance. Donc, on voit le lien entre une évolution technologique et puis une nouvelle source du droit que nous considérons comme majeure. La loi, telle que nous la connaissons, elle n'arrive qu'avec les révolutions libérales, les assemblées, les nouveaux systèmes politiques à partir de la fin du XVIIIe siècle. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous vivons dans une société numérique globalisée, c'est-à-dire où les échanges ne s'arrêtent pas et ne sont pas contrôlés aux frontières. Et donc, on a des nouveaux outils qui se mettent en place et qui sont utilisés par des régulateurs que nous connaissons. On va peut-être s'intéresser à eux principalement, c'est l'État, les États, et aussi par de nouveaux régulateurs qui sont souvent des groupes privés pour effectivement réguler nos comportements, prendre des décisions qui influent sur nos droits, y compris sur les droits fondamentaux, sur les droits de l'homme, et également nous contrôler d'une manière qui, là aussi, influe sur nos libertés et donc, là aussi, sur les droits de l'homme. Donc, on va regarder un petit peu ce qui se passe schématiquement et d'abord dire que le terme intelligence artificielle est peut-être un peu trop étroit et un peu prématuré. En fait, ce qu'on utilise, c'est d'une part des données, des grandes masses de données et des algorithmes, c'est-à-dire des opérations automatisées par lesquelles on va traiter ces données pour, par exemple, prendre une décision qui concerne un individu particulier. L'intelligence artificielle, proprement dite au sens étroit, c'est lorsque ces algorithmes qui vont traiter les données deviennent auto-apprenants. En quelque sorte, ils se modifient parce qu'ils apprennent eux-mêmes. Ils ne sont pas décidés avant entièrement par des êtres humains. Donc, pour donner un exemple des deux sortes, si vous utilisez Waze, par exemple, pour aller d'un point à un autre, ça n'implique pas d'intelligence artificielle. Ce sont des algorithmes qui n'impliquent pas d'intelligence artificielle. De même, si vous utilisez, si on vous assigne l'école, vous allez aller en vertu des inscriptions, là encore, ce sont des algorithmes sans intelligence artificielle. Par contre, si vous apprenez à une voiture à prendre des décisions par rapport à des situations critiques, là, vous allez faire en sorte que les décisions de la voiture ou des voitures qui communiquent entre elles vont apprendre au fur et à mesure des situations de risque dans lesquelles vous vous trouvez, ou bien si par exemple vous créez, enfin tout ça existe, vous avez des logiciels d'investissement en bourse, eh bien là vous allez faire en sorte que les décisions d'achat et de vente puissent tenir compte de tout un tas de données qui vont être apprises et la stratégie va bouger au fil du temps. Alors, il faut s'intéresser aux algorithmes, à l'influence des algorithmes sur les droits de l'homme, sur le droit et sur les droits de l'homme, et pas se limiter à l'intelligence artificielle, même si, évidemment, lorsque l'algorithme peut évoluer en fonction de décisions prises dans la boîte noire d'un ordinateur, ça pose des problèmes supplémentaires pour nos droits. Mais il faut considérer l'ensemble, d'autant plus que pour le moment, disons qu'on a beaucoup déjà d'algorithmes en place pour prendre des décisions et nous contrôler et interférer avec nos droits de l'homme, que l'intelligence artificielle est à ce stade moins développée et que donc il faut déjà s'intéresser au présent qui est suffisamment problématique comme cela. Alors, concentrons-nous sur un acteur bien établi qui est l'État. Et l'État va utiliser les algorithmes avec ou sans intelligence artificielle
pour exercer un certain nombre de ces tâches, à tel point que dans la littérature juridique et scientifique, on parle de la transformation de l'État en État plateforme, c'est-à-dire un État qui va, comme vous en avez peut-être déjà l'expérience, qui va remplir ses fonctions via notamment des applications, des services informatiques. Cet État, il va donc devoir fonctionner sur base des données qu'il a, notamment sur les sujets de droit, sur les résidents, sur les nationaux de cet État. Et il dispose déjà de masses de données absolument considérables, mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va les organiser de manière verticale, c'est-à-dire qu'on n'aura pas une administration de l'état civil qui aura les données de l'état civil, une autre qui aura les données d'immatriculation, une troisième qui aura des données de la circulation de la sécurité sociale, mais on va avoir une tendance à pouvoir fusionner ces données dans un énorme big data, avec évidemment une capacité, une masse de connaissances que l'État a sur les individus et qui est très importante, déjà trop importante. N'oubliez pas que nous tenons, et c'est un droit fondamental, à la protection de notre vie privée, et nous n'avons pas envie que l'État sache tout sur nous, d'autant plus qu'à cela s'ajoutent de nouveaux procédés d'acquisition de connaissances, comme tous les données recueillies par des caméras utilisant les techniques de reconnaissance faciale. On sait où on est, ou les données relatives à l'endroit où notre GSM se contacte une antenne, donc des données qui nous permettent de nous géolocaliser. Alors, schématiquement, cet état plateforme, donc, il va constituer cette masse de données, ce qu'on appelle dans le jargon un dataset. Imaginez comme un immense fichier d'une base de données. Et ensuite, il va traiter ces données, c'est-à-dire qu'il va demander à sortir certaines données, à les analyser d'une certaine manière, à les regrouper de plein de manières différentes, d'une façon qui était impossible avant, mais qui est aujourd'hui, vu l'augmentation de la puissance de calcul et les techniques bureautiques, très très simple. Et ça va lui permettre ensuite de prendre des décisions à l'égard des personnes ou bien de contrôler ces personnes. Regardez par exemple en matière fiscale, comme aujourd'hui, des millions de contribuables qui se voient proposer une déclaration d'impôt simplifiée parce que l'État a recueilli toutes les données qui sont pertinentes, qu'il a déjà calculé l'impôt et qui propose un service en quelque sorte. Vous ne devez plus remplir votre déclaration d'impôt, il vous suffit d'être d'accord avec ma proposition, vous la signez, vous la confirmez et vous payez le montant d'impôt qui est dû. Mais ça peut aller plus loin. Et quelque chose qui intéresse particulièrement l'administration fiscale, ce n'est pas seulement d'automatiser les déclarations, mais aussi d'automatiser le contrôle des déclarations. Donc il s'agit d'identifier des cas de fraude fiscale ou qui nécessitent un contrôle fiscal plus approfondi. Et donc on va mettre en place, en Grande-Bretagne, c'est très avancé, également en France, également en Belgique, des algorithmes qui vont comparer les chiffres sur la déclaration d'impôt avec éventuellement les autres contribuables de la même catégorie, les autres bouchers, les autres avocats, mais également avec des données qui sont disponibles publiquement sur le net, par exemple, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, etc., on va voir que, tiens, c'est bizarre, quelqu'un n'a déclaré que 10 000 € de revenus par an, et pourtant, il s'affiche avec une voiture qui, elle seule, en vaut 30 000. Et donc, on va à ce moment-là avoir des sélections de ces dossiers pour contrôle, ou même des propositions qui seront faites informatiquement, seront envoyées aux contribuables d'un redressement par rapport à ce qu'on appelle classiquement les signes extérieurs de richesse. On va aussi mettre au point des dispositifs de contrôle de la fraude sociale, par exemple, aller analyser les compteurs
électrique ou de gaz pour voir si une personne qui se prétend isolée est véritablement isolée ou s'il n'y a pas une famille de 4 personnes qui vit ensemble, ce qui va avoir une conséquence sur les allocations de chômage ou autres dont cette personne va pouvoir bénéficier. On a un autre domaine où on utilise beaucoup les algorithmes, et ce domaine, ce sont les services, les sortes de services publics, si vous voulez. Par exemple, pensez au fait que, je l'ai déjà mentionné comme exemple, on utilise des algorithmes pour orienter les enfants vers une école secondaire plutôt qu'une autre, ou en France, Parcoursup pour leur donner une place dans une université ou une école supérieure. On utilise ça également en Grande-Bretagne, où il y a eu un récent scandale, puisqu'on n'a pas pu organiser des examens de fin d'année, et on a donné des accès aux étudiants aux meilleures universités en fonction des performances historiques des écoles dont ils sont issus, plutôt d'ailleurs que de leurs notes individuelles telles que données par leurs professeurs, ce qui a conduit à une révolte. Donc vous vous rendez compte à travers ce type d'algorithme qu'on prend en fait des décisions qui ont un impact fondamental sur le futur d'une personne. Telle personne pourra aller à Oxford, telle autre personne devra aller dans une université de 3e catégorie. Il n'aura pas du tout les mêmes chances, les mêmes possibilités de carrière. Il peut y avoir des discriminations. Elle a été à telle école parce que ses parents n'avaient pas d'argent, parce qu'il vit dans une région plus pauvre du pays, etc. Et donc, vous avez à la fois, à travers les procédures de décision et de contrôle que j'ai évoquées, notamment à l'occasion du contrôle fiscal, mais également dans des activités de service public comme l'orientation vers les écoles et les universités, vous avez ces algorithmes qui posent tout un tas de questions et éventuellement de problèmes par rapport au respect des droits de l'homme et des règles d'égalité et de non-discrimination. Alors, disons en quelques mots, bien entendu des problèmes de vie privée à travers les techniques étendues de surveillance et les connaissances étendues dont l'État dispose et qui peut mobiliser grâce à l'appareillage informatique. Le problème qui est le choix de l'algorithme, qui doit pouvoir faire l'objet d'une discussion politique, qui pour ça doit être transparent, ce qui pose un problème pour les systèmes d'intelligence artificielle proprement dite, où l'algorithme se modifie en permanence et on ne sait pas finalement sur quelle base l'algorithme prend ses décisions individuelles. Ça n'est pas acceptable par rapport aux droits des personnes. Nous avons le droit de savoir sur quelle base est prise une décision concernant nos droits fondamentaux. Il faut que l'autorité publique puisse en justifier, il faut que l'autorité politique puisse la choisir. Et enfin, il est nécessaire d'avoir un certain nombre de garanties procédurales. Il faut que nous puissions avoir accès à notre dossier, apporter des informations supplémentaires, que les décisions soient motivées. Ce n'est pas évidemment une motivation de dire « oh ben c'est l'ordinateur qui l'a décidé », il faut qu'elle soit justifiée, il faut qu'elle puisse être contrôlée, qu'un recours puisse être exercé contre ces décisions lorsqu'on n'est pas d'accord avec elles et qui va donner lieu alors à un débat contradictoire. Alors bien entendu, en parlant de l'État, je n'ai pas épuisé les risques concernant les algorithmes et nous avons également des algorithmes qui sont utilisés par des groupes privés et qui posent exactement les mêmes types de problèmes et qui doivent donc donner lieu au même type de surveillance et de garantie concernant les droits fondamentaux. Voilà, je vous remercie de votre attention.